been broken too. I kept them waiting a lot, cause nobody's heart was true. Bonjour à tous. Alors commençons par les généralités. Alors au niveau des généralités, il faut savoir que la question de la gouvernance des entreprises est une question qui préoccupe tout le monde maintenant. Qui préoccupe tout le monde. Et maintenant, si ça préoccupe tout le monde, il faut s'assurer que tout le monde comprend la notion de la même manière. Parce qu'il y a quelque chose qui existe dans les rapports entre les hommes qui pose des difficultés particulières qu'on appelle le quiproquo. Parce que deux personnes discutent d'une notion alors qu'elles ont toutes les deux des notions différentes du même concept. C'est des discussions à pas finir. Alors, selon la recherche que nous avons faite, la définition commune de la gouvernance, en laissant tomber du point de vue grammatical la question du substantif, du féminin, etc. Gouverner, ça veut dire diriger, ça veut dire mener. Et dans le dictionnaire, il est marqué que la gouvernance, c'est la manière de gouverner ou la manière de la méthode pour gérer. La gouvernance ne concerne pas, évidemment, vous le savez bien, la question ne concerne pas seulement les entreprises. Le premier gouvernement auquel on fait référence, c'est le gouvernement de l'État. C'est d'ailleurs, il y a même un instrument qui s'appelle le gouvernement, là, qui a pour rôle de conduire les affaires de l'État. Et il y a trois piliers fondamentaux quand on parle de gouvernance, appliquée à l'entreprise, bien sûr. Il y a la notion de la transparence. C'est un pilier de la gouvernance. La notion de la transparence. Le deuxième pilier, c'est la conformité. Ce que les Anglais appellent, bon, je ne sais pas tellement parler anglais, mais je crois que ça se dit du genre compliance, quelque chose comme ça. Soit vous prononcerez ça mieux que moi, c'est la question de la conformité. Et puis le troisième pilier, c'est. En français, c'est pas très joli. Parce qu'en anglais, c'est accountability. Mais quand on fait la traduction française, c'est le rendu de compte. C'est pas très joli. Hein, mais l'idée derrière, c'est que toute personne à qui on confie un mandat ou une fonction ou une mission doit rendre compte de cela. Alors il y a une discussion actuellement que vous verrez dans ce document-là. On ne va pas la mener ici, mais c'est de savoir si l'entreprise est sujet des droits ou objet des droits. Alors, qui on appelle dirigeant? Ici en Côte d'Ivoire, tout le monde peut être DG ou PDG. Tout le monde, quelle que soit la structure qu'on crée, il faut DG. Alors, chaque fois qu'on a l'occasion, on le rappelle, puisque ça fait partie des contentieux que nous avons. Une société à responsabilité limitée n'a pas de DG. Selon le texte, c'est injurant. Mais tous ces gens qui viennent nous saisir, on a beau leur répéter que, d'ailleurs, on a laissé des consignes maintenant au registre de commerce. Si quelqu'un vient, SARL, il dit le DG, il ne faut pas enregistrer ça. Il est gérant. Si après, maintenant, dans son bureau, il m'a DG, ça c'est autre chose. Mais du point de vue juridique, il n'est pas. Alors, si le DG, c'est quelque chose anonyme. Sinon, après, ça fait des confusions dans les termes et dans les fonctions. Non, le dirigeant, c'est celui qui exerce un mandat social sans être subordonné à la société. Ça ne veut pas dire que le dirigeant ne peut pas être lié à la société dans le travail, ça ne veut pas dire cela. Mais la notion fondamentale du dirigeant, c'est quelqu'un qui exerce un mandat social et qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour engager la société vis-à-vis des tiers. Et on sait bien que le dirigeant, la différence entre le dirigeant et le salarié de l'entreprise, c'est qu'on demande au dirigeant de développer une certaine vision, d'avoir la capacité de conduire la société et de faire fructifier des investissements, d'avoir cette capacité de gérer les gens qui sont mis à sa disposition, d'avoir cette capacité aussi d'avoir de bonnes relations avec les partenaires sociaux, etc.
Donc en fait, quelqu'un dirigeant qui se comporte en salarié, il n'est pas digne d'être là où il est. Parce que s'il attend que ce soit tous les actionnaires qui l'ont mis là, qui viennent chaque fois lui souffler le matin à l'oreille, non, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, etc., ça c'est salarié. Le dirigeant doit développer cette créativité, cette capacité de porter la société à ses loin tels que l'ont souhaité ceux qui l'ont mis là. Alors, j'ai relevé qu'il y a une notion qui revient très souvent, qui est la notion de dirigeant de fait. Dirigeant de fait. Tous les dirigeants de droit sont connus. Si on prend les sociétés à nom collectif, à société limitée, commandite par action, commandite simple, et tout ça, ce sont des gérants. Et après, si vous prenez les sociétés par action simplifiée, c'est le président. Et si vous prenez les sociétés anonymes, tout dépend de l'organisation de la société. Si c'est un conseil d'administration, on a le président du conseil d'administration, on a le directeur général, et peut-être un directeur général adjoint, etc. Ou on a le président directeur général, le directeur général adjoint. Et si c'est avec l'administration générale, on a l'administrateur général ou éventuellement l'administrateur général adjoint. Voilà les dirigeants de droit, tel que prévu par l'acte uniforme. Mais à côté de cela, on a les dirigeants de fait. Ça, c'est une notion qui a été développée par la jurisprudence. Le dirigeant de fait, parce qu'en fait, les modalités d'organisation et de fonctionnement, telles que je viens de vous dire, sont prévues par la loi. Mais il se peut qu'il y ait des gens qui exercent les pouvoirs de gestion et d'administration sans se trouver dans tous ces cas que nous avons indiqués. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, irrégulièrement, ont des fonctions de gestion et de direction. Ça, ce sont des dirigeants de fait. Alors ça peut arriver lorsque, par exemple, la personne s'immisce dans la gestion de la société, alors que ce n'est pas son rôle. Un associé, son rôle, ce n'est pas de gérer la société. Mais si des associés se permettent de poser des actes de gestion, ce sont des dirigeants du fait. Ce sont des dirigeants du fait. Parce que là, il y a comme une usurpation des pouvoirs des dirigeants de droit. Ou alors, lorsqu'il s'agit de dirigeants de droit, mais qui empiètent sur les pouvoirs des autres, il y a aussi dirigeants de fait. C'est-à-dire quelque chose qui se met en dehors de la loi. Ou lorsque le salarié déborde de ses fonctions techniques et commence maintenant à assumer des fonctions territoriales. Normalement, un salarié, ce sont des fonctions techniques qu'on lui confie. Et ce sont des tâches d'exécution. Mais lorsqu'il déborde de cela et commence à faire des tâches de conception et de direction de la société, alors il se retrouve aussi dans le cas des dirigeants de fait. Et bien entendu, il faudrait que l'exercice de ce pouvoir soit effectif. Mais en réalité, la notion de dirigeant de fait est vraiment intéressante, avec en avant que lorsqu'il y a un préjudice pour la société. Parce que si je me suis glissé dans la gestion de la société et que ça permet de sauver la société, ça n'a pas de sens que de aller devant le juge. Puisque de toute façon, si je n'avais pas agi, j'aurais eu des conséquences beaucoup plus dommageables. Mais on met ça en avant lorsqu'il y a un préjudice pour la société, bien entendu. Il y a des actions appropriées, dont M. Kabou parlera tout à l'heure, pour réparer le préjudice causé à la société. Donc, notre présentation est divisée en deux parties. La première partie, celle que je vais faire, qui concerne les pouvoirs des dirigeants. Et après, M. Kabou parlera de la responsabilité des dirigeants. Dans les pouvoirs des dirigeants, nous verrons trois points fondamentaux: le contenu des pouvoirs, les limites des pouvoirs et le contrôle des pouvoirs. Ce sont ces trois points que nous allons voir. Concernant le contenu des pouvoirs, ça veut dire qu'il s'agit de voir un peu l'étendue des pouvoirs des dirigeants. Il y a l'acte uniforme qui est. Vous les avez dans l'acte uniforme.
Alors, on va voir d'abord les dispositions communes à toutes les sociétés et après quelques dispositions spécifiques à certaines sociétés. Je vous invite à prendre l'article 121 de l'acte uniforme de la société commerciale. À l'égard des tiers, les organes de gestion, de direction et d'administration ont, dans les limites fixées par le présent acte uniforme pour chaque type de société, tout pouvoir pour engager la société sans avoir à justifier de mandat spécial. Toute limitation de leurs pouvoirs légaux par les statuts est inopposable au tiers de votre droit. On va aussi à 122. Article 122. La société est engagée par les actes des organes de gestion, de direction et d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Et on termine par 123. Article 123. Dont les rapports entre associés et sous réserve des dispositions légales spécifiques à chaque forme de société, les statuts peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion, de direction et d'administration. Ces limitations sont inopposables au tiers de votre droit. Alors ça, ce sont les dispositions communes aux dirigeants de toutes les sociétés. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Ce qu'on remarque, c'est la plénitude des pouvoirs du dirigeant. Parce que le texte que nous avons lu dit qu'ils ont tout pouvoir. Tout, c'est un adverbe, vous savez, qui exprime la plénitude. La plénitude. Donc, ils ont plein de pouvoirs. C'est des pouvoirs de direction. Quand on parle de pouvoir de direction, il faut voir la conception et les mesures et pouvoir imposer des mesures d'organisation et de discipline, pouvoir agir en fonction du droit du travail, recruter, diriger, licencier, pouvoir organiser les services, etc. Ça, c'est un terme. Maintenant, vis-à-vis des tiers, c'est la représentation. Pouvoir représenter la société vis-à-vis des tiers. La question qui se pose souvent, c'est mais s'ils sont plusieurs, comment on fait? Parce que quand il est seul, le gérant, lui, il gère tout ça sans problème. Mais s'ils sont deux ou trois gérants, au gérant, comment on fait? Parce que ce qui peut arriver parfois, c'est que s'il y a commencé à avoir quelques petites intelligentes, c'est qu'il y a l'un des gérants qui disent à un tiers, bon, si lui te dit de faire ceci, ne le fais pas, parce que c'est moi qui suis, etc., etc. Bon, alors que si on se réfère à l'acte uniforme, s'ils sont plusieurs, chacun d'eux détient séparément tous les pouvoirs vis-à-vis des tiers. Et donc, a la possibilité d'engager la société vis-à-vis des tiers. Ce qui est intéressant ici, c'est l'inopposabilité au tiers des limitations de pouvoir. Parce que pour la sécurité des transactions économiques et pour la sécurité des tiers, il est bien indiqué que si quelqu'un dépasse les pouvoirs qui lui ont été donnés, cela n'est pas opposable au tiers. Sauf si ceux-ci sont de mauvaise foi. Ça, c'est un principe qui est très intéressant et très important aussi. Parce que si ce n'était pas le cas, on pourrait, il risque de mettre en danger toutes les transactions. Il suffit de bien de dire qu'il n'avait pas le droit de le faire. Mais là, c'est bien indiqué que les dépassements de pouvoir ne sont pas opposables au tiers, sauf si ceux-ci sont de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'ils savaient que leur contactant n'avait pas le pouvoir de faire cela. Ou en tout cas, si en fonction des circonstances, il ne pouvait pas ne pas ignorer cela. Donc ça, c'est capital. Maintenant, concernant les sociétés étrangères, normalement, les pouvoirs sont déterminés par la loi nationale de la société. Alors, il y a eu un litige que nous avons géré tout dernièrement concernant une société étrangère qui était venue saisir notre tribunal. Mais l'action était engagée par le président du conseil d'administration. C'était une société de droit suisse
et la société ivoirienne, dont de toute façon la décision est déjà rendue, ça explicite, donc on peut en parler. La société, dont une des responsables juridiques est ici, c'est Invest, qui disait cette action, vous ne pouvez pas la recevoir. Parce que dans l'acte uniforme, c'est le directeur général ou le PDG qui peut représenter la société vis-à-vis des tiers ou de l'administrateur général. Mais un président du conseil d'administration ne peut pas rester en justice pour le compte de la société. Et en loi suisse, qui est différent de l'OADA, en loi suisse, l'organe exécutif de la société anonyme, c'est le conseil d'administration. Ce n'est pas le directeur général, c'est le conseil d'administration. Alors la question se posait de savoir quels sont les faire prévaloir. Est-ce que le droit suisse avait prééminence sur l'acte uniforme ou est-ce qu'il fallait prévaloir l'acte uniforme sur le droit suisse? Comment vous aurez jugé? Merci, Président. Je pense que dans un cas pareil, les pouvoirs du dirigeant sont déterminés par la loi de son pays qui régit les sociétés.